Y a-t-il d'autres manières que le salaire pour rémunérer son personnel? Suis-je obligé de laisser l'inspection du travail pénétrer dans mes locaux? Le conseil de prud'homme, lorsqu'il rend son jugement, peut ou non l'assortir de ce qu'on appelle l'exécution provisoire, c'est-à-dire de la possibilité de faire exécuter de force, même en cas d'appel. Mais si j'ai obtenu une décision qui m'est favorable et qu'il y a appel, et qu'il y a exécution provisoire, ai-je intérêt à faire exécuter? Alors, c'est à double tranchant. Effectivement, si la décision est revue de l'exécution provisoire, dès le moment où vous la signifiez à l'adversaire, vous pourrez la faire exécuter, nonobstant toute voie de recours que pourrait exercer la partie adverse. Donc, cette solution a l'avantage de la rapidité et d'une satisfaction rapide. La contrepartie étant que si, du fait de l'exercice de la voie de recours, la décision devait dans l'avenir être infirmée, vous pourriez être contraint éventuellement par exemple de restituer les sommes que vous avez obtenues du fait de l'exécution. Donc il faut tout de même prévoir cette éventualité. De quelle manière puis-je rompre un contrat de travail, si possible à moindre frais et en minimisant le risque de contentieux? Et comment se déroule cette procédure de rupture conventionnelle? On entend parfois parler de transaction. Est-ce la même chose qu'une rupture conventionnelle? Qu'est-ce qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement? Ce qu'il est important de préciser ici, c'est que pour qu'un licenciement soit licite et qu'il ne donne pas lieu à un moment donné à une réparation au profit du salarié, il est nécessaire qu'il intervienne pour ce qu'on appelle une cause réelle et sérieuse. En réalité, ce terme recouvre deux nécessités. Il faut tout d'abord une cause réelle, en ce sens que le motif du licenciement doit être un motif objectif et un motif exact. La seconde condition est celle d'une cause sérieuse, c'est-à-dire d'un motif d'une gravité suffisante. Qu'est-ce qu'est précisément une faute grave? Une accumulation de fautes légères peut-elle constituer une faute grave? Alors, je dirais que sur le principe, ce n'est pas impossible, mais cela demeurera tout de même une exception, puisque la faute légère en elle-même ne peut pas justifier un licenciement. L'accumulation de fautes légères pourra très certainement justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En revanche, il faudra réellement que les fautes soient caractérisées pour aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Si je licencie le salarié pour une cause que j'estime réelle et sérieuse, mais que le conseil de prud'homme requalifie ce licenciement en disant qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse, je risque quoi? Alors, plusieurs choses. En premier lieu, le salarié peut demander à être réintégré dans l'entreprise, auquel cas la période sur laquelle il n'a pas travaillé du fait de la procédure de licenciement lui sera remboursée. Mais le salarié peut, et ça peut se comprendre, refuser d'être réintégré dans la société dont il a été licencié, auquel cas il percevra à tout le moins une indemnité légale de licenciement. Il percevra encore... Le licenciement pour faute n'est pas la seule manière pour un employeur de sanctionner en quelque sorte le salarié. Quelles sont les alternatives ou les autres modes de sanction disciplinaire? Y a-t-il un délai pour sanctionner le salarié? Mon salarié est très souvent absent pour raison médicale. La médecine du travail a déclaré un salarié inapte. Que dois-je faire? Alors, il arrive effectivement qu'à l'issue de 2 visites médicales, à un certain intervalle, la médecine du travail déclare un salarié inapte. Dans ce cas-là, l'employeur est dans l'obligation de proposer un reclassement au salarié à un nouveau poste finalement qui sera basé sur les observations que la médecine du travail aura pu formuler quant aux capacités du salarié. Le salarié a la possibilité de refuser ce reclassement, étant précisé que ce refus ne constitue ni une faute, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. Et s'il est impossible de reclasser le salarié, que dois-je faire? Un salarié que j'ai sanctionné et dont j'envisage de me séparer me parle tout le temps de harcèlement moral et me dit qu'il va m'accuser de harcèlement moral. C'est quoi le harcèlement moral? J'ai quelques doutes sur le comportement de certains salariés. Est-ce que je peux les surveiller sur leur lieu de travail? Alors oui, l'employeur dispose d'un pouvoir en quelque sorte de contrôle de ses salariés, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'un procédé clandestin. C'est-à-dire par exemple que si vous installez des caméras ou quoi que ce soit, les salariés doivent en être informés. En général, il doit y avoir une notice d'information tout simplement sur le lieu de travail. Et s'il s'agit d'un procédé de vidéosurveillance, une déclaration préalable auprès de la CNIL doit avoir été effectuée.
Et si justement je procède à de la surveillance vidéo, qui peut visionner les images? J'ai remis à un salarié un ordinateur dans le cadre de son travail et j'ai quelques doutes sur sa manière de s'en servir et ce qu'il en fait réellement. J'ai un contrôle là-dessus, peut-il faire n'importe quoi avec l'ordinateur que l'employeur lui remet? Quelles sont les différences entre la modification du contrat de travail et la modification des conditions de travail? Alors, la principale différence, c'est que la modification des conditions de travail ne requiert pas l'accord du salarié, tandis que la modification du contrat de travail, quant à elle, requiert l'acceptation du salarié. Elle touche pour sa part des éléments essentiels du contrat de travail. Quels sont les éléments essentiels du contrat de travail? Quand commencent les heures supplémentaires? L'employé peut-il refuser d'effectuer des heures supplémentaires? Le paiement des heures supplémentaires peut-il être remplacé par un repos compensateur? Comment réagir face à la démission d'un salarié? Est-ce que je peux demander à mon salarié de démissionner? Alors, en aucun cas. En aucun cas, il faut faire bien attention puisque la démission du salarié doit être un acte volontaire, encore une fois, explicite, non équivoque. Et la jurisprudence est particulièrement sévère à cet effet. Un employeur ne peut demander, même s'il pense que ça peut être bénéfique finalement à son salarié, il ne peut pas lui demander de démissionner. Par exemple, la jurisprudence a analysé en un licenciement le fait pour un employeur... Je suppose que je peux rompre le contrat sans difficulté durant la période d'essai. Le contrat de travail temporaire a-t-il une durée maximum? Quel est le coût d'un contrat de travail temporaire? Fondamentalement, quelles sont les différences entre le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée, le CDI? Est-il possible de rompre un CDD avant son terme? Alors oui, il est possible sous certaines circonstances de rompre le CDD avant son terme. Alors soit que cela résulte d'un accord entre l'employeur et le salarié, soit en cas d'inaptitude constatée par la médecine du travail, en cas de force majeure, en cas de faute grave, soit de la part de l'employeur, soit de la part du salarié, ou... J'ai un salarié qui a dans CDD, ce contrat va se terminer, est-ce que je peux en conclure un nouveau à la suite du premier? J'ai conclu un CDD pour le remplacement d'un salarié et j'ai appris que finalement il ne reviendra pas dans l'entreprise. Si j'ai le choix, dois-je préférer la sous-traitance ou l'embauche? Quels sont les pouvoirs de l'employeur pour la fixation des congés du salarié? Alors c'est à l'employeur qu'il appartient de fixer les congés et non pas au salarié, sous réserve pour lui éventuellement de requérir l'avis des délégués du personnel ou de respecter certains impératifs, parmi lesquels les impératifs familiaux des salariés, l'ancienneté des salariés ou encore les usages au sein de l'entreprise. Il lui appartiendra de notifier à chaque salarié au moins un mois à l'avance ses congés payés. Si j'ai un impératif qui me contraint de modifier les congés, est-ce possible? Un salarié est parti en congé sans mon autorisation. Risque-t-il une sanction? Puis-je le sanctionner? Puis-je prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un salarié protégé? À quelles aides aurais-je droit si je prends un apprenti? Puis-je rompre le contrat d'apprentissage? On a coutume de dire qu'en France, on a un code du travail assez protecteur du salarié, que cela peut être un obstacle à l'embauche, à la fluidité du marché de l'emploi, que certains affirment même que cela favorise le maintien dans l'emploi de gens peu performants au détriment d'autres qui le seraient, par comparaison au système anglo-saxon où les bons travaillent et les mauvais sont entre guillemets dégagés plus rapidement. Vous en pensez quoi? À titre personnel, je dirais que le code du travail ne me paraît pas plus favorable à l'employeur ou au salarié, mais qu'il est extrêmement formaliste. C'est-à-dire que les principales difficultés que vont rencontrer l'employeur, il a tout à fait la possibilité de licencier un salarié qui ne satisferait pas à ses obligations, simplement, quand bien même il serait dans son bon droit, sous prétexte qu'il ne respecterait pas certaines obligations formelles, certaines procédures, effectivement, il peut se trouver débouté devant le conseil de prud'homme.